continue sur notre thème clé. Au cas où on ne l'a pas assez dit, le sujet du jour, c'est rediriger. On a parlé de performance, de robustesse. Et si on se posait maintenant la question du lien entre l'économie et la vulnérabilité? Comment est-ce qu'on peut rediriger pour mieux protéger? Lorsque l'on sait que le Crédoc sort une étude qui nous explique qu'un Français sur 3 estime vivre dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics, et que ce sont des enjeux d'intérêt général aussi clés que la petite enfance, la santé, le transport, lorsqu'on sait en parallèle effectivement que les entreprises prennent de plus en plus le sujet de leur rôle sociétal à bras-le-corps, eh bien, quelle alliance au service de l'intérêt commun peut-on imaginer afin d'améliorer réellement le bien-être de la population? C'est la thématique de notre prochaine conférence. Et je vais donc inviter sur scène à me rejoindre Isabelle Gounin-Lévy, journaliste économique LCI, Zéna Briette, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, Benoît Hamon, président de SS France et de Singa Global, et Laurent Guillot, directeur général d'Emeis. Bienvenue à tous. Isabelle, la scène est à vous. Bonne conférence. Merci, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence où effectivement on va parler donc économie et vulnérabilité. C'est pas forcément si courant. On va commencer par faire un diagnostic de la situation avec vous, donc avec mes 3 intervenants. On verra ensuite quelles sont les stratégies justement à mettre en place et puis ensuite, bien sûr, les perspectives d'avenir. Alors, si on démarre justement avec ce diagnostic des vulnérabilités socio-économiques, Benoît Hamon, est-ce que vous pouvez nous présenter justement, selon vous, ces principales inégalités? On sait que ces inégalités, elles ont fortement augmenté. Comment est-ce que vous les voyez aujourd'hui? Comment est-ce que vous les analysez? On a 24 minutes, hein. Donc, oui, c'est ça, ça va aller très vite. Non, mais assez brièvement, la réalité à laquelle nous sommes confrontés, en tout cas la société française, c'est, et peut-être pourrez-vous me corriger sur les chiffres, parce que je ne suis pas certain que les chiffres soient bons. On a un vieillissement de la population française, je vais ne prendre que ce sujet-là, puisque c'est un sujet assez spontanément sur lequel on viendra, qui laisse apparaître, par exemple, si je me rappelle bien des chiffres, qu'en 2020, il y avait à peu près 4 millions de personnes qui avaient entre 75 et 84 ans, et qu'en 2030, ils seront où elles seront 6 millions. Donc il y a un enjeu crucial à prendre en charge le vieillissement dans la dignité, prendre en charge la dépendance et à consentir ce qui doit relever d'investissement pour accompagner ce processus, à soutenir l'innovation sociale pour accompagner ce processus et à s'assurer que ce qui est devant nous et qui va arriver, c'est bien que les gens vivent plus longtemps, soit encadré et pris en charge de telle manière qu'une société aussi riche que la nôtre garantisse dans toute situation la liberté, les droits fondamentaux et la dignité des personnes. Et y compris, a fortiori, quand il y a une activité économique qui assure cela, et c'est le gros enjeu à la fois des discussions que nous allons avoir dans cette table ronde et des années à venir. Pour ne serait-ce que pour la question du vieillissement. La question du vieillissement, mais il y a également la question de la santé, on peut l'évoquer, la question de la petite enfance aujourd'hui et la santé en général. Pour vous, Laurent Guillot, alors quel constat vous pouvez faire aujourd'hui de la situation, à la fois peut-être par rapport au défi du grand âge, par rapport à la démographie? Aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez cette situation devenue très complexe, comme nous l'explique Benoît Hamon? Oui, Benoît Hamon a commencé à en parler, mais le secteur de la santé en général, du grand âge, est confronté à 3 pénuries. Une pénurie d'infrastructures, inégalement réparties dans les territoires. Benoît Hamon l'a répété, il y a une croissance extraordinaire du nombre de personnes vulnérables en grand âge qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Où va-t-on s'occuper d'eux? On a, sur la santé mentale, on estime qu'il y a 1 personne sur 8 qui est suivie, 1 personne sur 5 qui va avoir dans sa vie un sujet de santé psychiatrique et 1 personne sur 8 qui est suivie. Où va-t-on physiquement? Donc un sujet de pénurie d'infrastructures. Où va-t-on physiquement les accueillir? Il y a un sujet de pénurie humaine.
où sont les soignants, où vont être les soignants demain. On a besoin de 120 000 infirmières, infirmiers dans les 10 ans qui viennent, 50 000 médecins, je ne parle pas uniquement du sujet du numerus clausus, mais comment va-t-on les former? Et les motiver aussi. Hein. Déjà les avoir. Oui. Déjà les avoir. C'est le premier sujet. Enfin, c'est le deuxième sujet. Pénurie d'infrastructures, pénurie de soignants. Et troisième sujet, des moyens financiers. Peut-être que Mme Rillet en parlera également. Aujourd'hui, les structures de maisons de retraite, il y en a plus de 1 sur 2 qui sont dans le rouge. Comment on va financer cette situation et la situation de croissance qu'on va venir? Cette situation, elle est extrêmement prévisible. Les besoins en santé, les besoins de croissance en santé, les besoins de croissance en capacité d'accueil pour nos personnes âgées, c'est pas le prix des matières premières. C'est pas le nom du prochain Premier ministre. Oui, on peut faire des projections. C'est facile à prévoir. Et donc, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans 10 ans, dans la même situation qu'on se retrouve aujourd'hui sur le changement climatique, à avoir nié la situation pendant 10 ans et ne pas l'avoir traitée. Et c'est vraiment fondamental qu'on s'y mette ensemble maintenant, public, privé, associatif, société civile, État évidemment, collectivité locale, pour traiter ce sujet qui est un sujet urgent parce qu'il arrive et la vague et démographique et de santé arrive et elle est certaine. Alors, Zainab Rillet, je pense que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quelles sont pour vous, justement, les principales vulnérabilités dans votre secteur, dans le secteur de la santé? Bonjour. Pour notre système de santé, l'enjeu des vulnérabilités est une question non seulement centrale, mais perpétuelle. Les missions même de l'hôpital, de ses équipes, qu'elles soient bien sûr médicales, médico-soignantes, techniques, administratives, logistiques, c'est d'être présent pour prendre en charge toutes les personnes qui en ont besoin. Et à l'hôpital public, ça veut dire soigner tout le monde, sans aucune discrimination ni interruption. De ce point de vue, l'hôpital est le lieu où l'excellence rencontre l'accueil des personnes vulnérables. Je pourrais citer la création des centres hospitaliers universitaires en 1958 qui permettent à toute personne d'accéder à l'excellence. Alors pour l'hôpital et le système de santé, nous sommes confrontés à un double défi. Le premier est celui, et vous le connaissez tous, des difficultés d'accès aux soins qui s'est accru. On pense bien évidemment à l'accès à un médecin généraliste. On pense aussi à l'accès à un médecin spécialiste en ville. Les attentes aux urgences aussi, par exemple. Tout à fait, mais justement, c'est lié. Pourquoi il y a tant d'attentes aux urgences? Parce que beaucoup de personnes viennent aux urgences. Et pourquoi les personnes viennent aux urgences? Parce qu'elles n'ont pas de première réponse. Parmi les passages aux urgences, nous en avons 20% qui ne relèvent pas des urgences. Donc le premier défi, c'est d'avoir accès à un médecin. Je cite juste 2 chiffres. La densité de gynécologues. Que vous soyez, par exemple, en Aveyron, vous avez 1,4 gynécologues pour 100 000 habitants. En revanche, dans le Bas-Rhin, vous en avez 8 fois plus. Le psychiatre. Si vous êtes à Paris, alors on a un rapport de 1,59. Si vous êtes à Paris, vous avez 64 psychiatres pour 100 000 habitants. Alors que, par exemple, en Haute-Marne, c'est 1,1 psychiatre. Le deuxième défi qui s'ouvre à nous, c'est que le système de santé est en pleine mutation et que ses fragilités sont encore plus criantes. Vous l'avez vu durant le Covid, l'hôpital public a été le bouclier sanitaire de la nation. Et notre système de santé, dans ce contexte, a besoin d'avoir des garanties en termes de pérennité. Et la question de la pérennité de l'hôpital se pose. L'hôpital public a fait d'énormes efforts ces dernières décennies. Je citerai un chiffre et je m'arrête là. Entre 2009 et 2020, 12% d'augmentation de son activité, alors même que les effectifs n'ont augmenté que de 8%. Et enfin, je préciserai que malheureusement, nous l'avons encore constaté, déficit de l'assurance maladie et le déficit des hôpitaux publics, je ne cite pas les structures pour personnes âgées, vous l'avez cité, va avoisiner les 1,7 milliard d'euros.
Alors maintenant qu'on a fait finalement ce premier tour de table, on a vu la situation, ce diagnostic de la situation. Benoît Hamon, qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement donc, aller plus loin? Est-ce que les politiques publiques qui sont mises en place aujourd'hui sont suffisantes? Non. Non, mais c'est pas une surprise, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Écoute, à l'évidence, on voit bien aujourd'hui que en matière d'accès aux soins, politique de santé en général, les inégalités demeurent, parfois même elles se renforcent, que beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas que dans l'accès à des soins de base, généralistes ou spécialistes, il soit devenu si compliqué de pouvoir avoir des rendez-vous, de se soigner, mais finalement de se retrouver exposé à prendre autant de risques pour sa santé aujourd'hui. Et on a donc un enjeu crucial à restaurer l'égalité des citoyens devant l'accès aux soins. Mais je voudrais revenir, moi, dans ce qui relève de ma responsabilité désormais et du plaidoyer que nous portons avec ESS France. En un mot, ESS France est la structure de représentation de tous les acteurs privés non lucratifs aujourd'hui en France, coopératifs, associatifs, mutualistes, sociétés commerciales de l'ESS et fondations. Nous considérons aujourd'hui que la modernité ou les grands enjeux liés à la vulnérabilité doivent nous amener à ouvrir un vrai débat citoyen, démocratique, sur les activités dont nous considérons qu'elles peuvent et doivent rester dans le champ du public et du non lucratif, et celles qui peuvent s'ouvrir parfaitement à des activités lucratives, c'est-à-dire à la possibilité de gagner de l'argent, réaliser de belles plus-values sur le capital qu'on a investi dans tel ou tel secteur. Et il nous apparaît que dans le domaine de la vulnérabilité des personnes, là où la dignité des personnes est en jeu, vous l'avez cité, l'accès aux soins, la petite enfance, le grand âge, nous ne pouvons pas soumettre un établissement, un EHPAD, aux mêmes critères de performance économique qu'une entreprise qui vendrait des missiles ou des chaussures, pour faire vite. Parce que ça conduira forcément à des arbitrages qui sont des arbitrages qui se feront au détriment de la qualité de vie des résidents, de leur prise en charge et même des conditions de travail souvent des personnels soignants. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les travaux qui ont eu lieu depuis, alors un dossier que connaît parfaitement Laurent Guyot, puisque c'est celui de la situation post-Orpea qui a jeté une lumière assez cruelle sur ce qui se passait dans un certain nombre d'établissements de maisons de retraite, on va dire, de prise en charge de personnes âgées dépendantes. C'est que le défenseur des droits s'est intéressé, et le rapport a été assez, là aussi, cruel, sur les conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes pour constater, je reprends ces mots, le caractère systémique, mais qui ne concerne pas que les établissements privés lucratifs d'ailleurs, qui concerne tous les établissements de prise en charge des personnes âgées dépendantes, le caractère systémique de la maltraitance, faute d'un encadrement suffisant, faute d'une présence suffisante du personnel dans ces établissements, et la nécessité donc de rediriger, pour reprendre le mot d'ordre de la journée, rediriger nos politiques dans ce domaine. Nous considérons, c'est en tout cas le plaidoyer que porte ESS France, qu'il faudrait, ou la logique voudrait, il y a un consensus politique qui est en train d'émerger, à ce que, dans ce domaine où se joue la question de la dignité des personnes, le respect de leurs droits fondamentaux, y compris la liberté de circuler, il faudrait que ce secteur, progressivement, relève ou de la réponse publique ou de la réponse d'acteurs privés non lucratifs. Parce que nous pensons qu'il y a des secteurs de l'économie qui doivent être mis à l'abri de la possibilité, à un moment, de rendre des arbitrages en faveur du rendement du capital ou de la rentabilité d'un investissement et au détriment de la dignité des personnes. Ce qui a pu se passer d'ailleurs dans certains secteurs, et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le cas d'Orpea, c'est d'observer que qui est appelé à la rescousse, la Maïf, acteur privé non lucratif de l'ESS, la Caisse des dépôts, acteur public, et donc on voit bien qu'il y a là, en tout cas des coopérations, une hybridation des modèles qui doit se faire, et à mon sens, à terme, en faveur des modèles ou publics ou non lucratifs. Laurent Guyot, alors comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce que vient de nous dire Benoît Hamon? Quelles sont finalement vos propres préconisations, justement?
Oui, clairement, je ne suis pas... j'ai pas la même conviction que Benoît Hamon, telle qu'elle vient d'être expliquée aujourd'hui. Je ne crois pas qu'en fait, et c'est ce que dit d'ailleurs la défenseure des droits, je ne crois pas qu'il y ait de différence notable dans l'accompagnement des personnes âgées ou dans l'accompagnement des maladies psychiatriques ou dans l'accompagnement des personnes vulnérables de façon générale entre les différents secteurs. En revanche, il y a des différences à l'intérieur de chaque secteur, je dirais, entre des opérateurs qui font un travail de qualité et des opérateurs qui, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, ne le font pas. Ça donne toujours un rôle à la puissance publique, mais je pense que ce n'est pas le rôle d'opérateurs forcément, pas d'opérateurs ou de détenteurs du capital. C'est une chose qui est, de mon point de vue, assez orthogonale. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple de nous, ce qu'on fait, alors qu'on est, en effet, avec des actionnaires qui sont venus nous aider, qui sont venus à un moment très difficile par l'entreprise, mais nous restons une entreprise privée, avec la Maïf, avec la Caisse des dépôts, avec la MACSF, mais ce qu'on fait concrètement au quotidien dans l'entreprise. Notre première priorité, ma première priorité quand je suis arrivé il y a 2 ans, ça a été de mettre le collaborateur au centre de l'entreprise, c'est-à-dire prendre soin de nos collaborateurs pour qu'ils puissent effectivement et efficacement, et plus efficacement toujours, prendre soin de nos patients et de nos résidents. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire santé, sécurité au travail. Santé, sécurité au travail, dans la santé, c'est le premier secteur accidentogène de la société. 2 fois plus de taux de fréquence d'accident que le BTP. En 2 ans, on a réduit ce taux de fréquence de moitié et on l'a ramené à la moitié d'où il est dans le secteur en général, donc dans le public. Améliorer les conditions matérielles. On a amélioré les rémunérations parce qu'il faut comprendre que dans le secteur, par exemple, du domicile, on a 20% de travailleurs pauvres. C'est fondamental de donner des conditions de travail dignes à l'ensemble de nos personnels, mais ça passe aussi par les mutuelles, l'amélioration des mutuelles, ça passe aussi, par exemple, c'est pas anecdotique, par un dispositif de toit garanti qu'on a donné à chacun de nos collaborateurs qui peuvent appeler si jamais ils se trouvent dans une situation, disons, exceptionnelle, non satisfaisante d'hébergement, soit parce qu'il y a eu des violences familiales, soit parce qu'ils habitaient chez quelqu'un d'autre et elles se mettent à la porte. Ces dispositifs-là, moi j'ai une liberté assez grande comme entrepreneur de les prendre et de les prendre sur ma responsabilité, sur mon compte de résultat, évidemment en accord avec mes actionnaires. Ça veut dire aussi qu'on a mis en place, depuis 2 ans, beaucoup plus de formations. On a mis en place le premier... pourquoi la formation? Parce que c'est un motif de fierté pour nos équipes, de reconnaissance de leur travail, et c'est un motif aussi de promotion sociale qui est importante pour des métiers qui sont vraiment mal payés. On a mis 10 millions d'euros, on a mis un programme de graduate, et on a mis un programme, le premier programme de graduate du secteur, dans son ensemble, public, privé, associatif, le premier programme de formation de nos directeurs d'établissement, MEDCO et IDEC du secteur. Donc vous voyez, en étant une entreprise privée, moi j'ai la conviction, et en tout cas c'est ma conviction, c'est celle que je porte avec mes actionnaires, Maïf, c'est Caisse des dépôts et MACSF, qu'on peut faire améliorer notre entreprise et la prise en charge en étant une entreprise privée. Est-ce que vous avez déjà vu les premiers effets de cette politique? Complètement, on a les premiers effets à la fois en termes de qualité de service, de rétention du personnel, parce que les personnels partent moins de chez nous qu'avant, et aussi, je dirais, de reconnaissance de nos équipes vis-à-vis du travail qu'on fait. Zaina, donc c'est important cette reconnaissance effectivement. Comment vous vous situez vous par rapport à ce qui a été dit donc par les 2 personnes qui sont à côté de vous, et quelles sont les solutions que vous voulez mettre en place? Si vous permettez, moi je ne vais pas rebondir sur la question du grand âge, parce que tout ce que vous avez évoqué, heureusement que dans notre secteur nous l'avons mis en place depuis bien longtemps. Ce que je voudrais dire, c'est que pour rendre un système de santé et l'hôpital plus fort, plus résilient, pour nous, pour la FHF, ça passe par 2 choses incontournables. Le premier élément, c'est de se doter, et c'est valable aussi pour le grand âge, d'une vision et d'un plan clair sur plusieurs années. Nous devons anticiper les besoins et planifier les réponses à apporter dans la durée, sans se contenter à chaque fois par des mesures de court terme, même si elles restent importantes. Pensez que si nous avions fait cela au début du XXe siècle,
Sans doute, nous n'aurions pas fait l'erreur d'un numerus clausus si réduit qu'il conduit aujourd'hui à un manque de médecins. Aujourd'hui, parce que les ressources publiques sont très contraintes, parce que la population attend des réponses fortes et légitimes, nous avons plus que jamais besoin d'anticiper et d'assumer des choix qui sont parfois difficiles. Car protéger les patients, protéger les populations, c'est assurer la pérennité de notre modèle social en santé pour toutes et tous. C'est pourquoi la FHF, c'est pour ça que je vous disais, ça rejoint un peu, la FHF défend l'idée de loi de programmation. Une loi de programmation pour le grand âge. Que devons-nous faire? Pourquoi faire? Qui le fait et qui le contrôle? Et de la même façon, il s'agit aussi de développer, de voter une loi de programmation en matière de santé. Là aussi, basée sur des objectifs de santé publique, basée sur des objectifs d'améliorer l'état de santé des populations. Et là, les indicateurs sont simples, ils existent, quel que soit le territoire où nous vivons. Songez que, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le rappelle, 1 an gagné d'espérance de vie permet d'économiser 1 milliard par an sur notre assurance maladie. Donc vous voyez des éléments. Le deuxième élément incontournable, ce sont les professionnels. Bien sûr que beaucoup de choses sont mises en œuvre pour maintenir et attirer et continuer à fidéliser dans les métiers de la santé, qu'il s'agisse de l'hôpital ou du grand âge. Pour autant, il faut, et c'est une revendication et il faut l'entendre, il faut adapter l'exercice des professionnels en santé aux exigences de ces métiers, mais aussi adapter pour qu'ils puissent mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Et enfin, parce que l'hôpital public est un ascenseur social et le garantit, on peut entrer à l'hôpital public en étant aide-soignant et finir sa carrière en tant qu'infirmier de bloc opératoire. Non pas qu'on a gravi des échelons, non, c'est que nous avons été formés, la formation est payée et ensuite la personne s'engage. Donc je crois qu'il faut, le défi, c'est cela. Le défi, c'est avoir une vision claire, pluriannuelle et garantir des professionnels de santé. Un dernier tour de table donc pour terminer, parce qu'effectivement le temps presse malheureusement, sur justement les perspectives d'avenir, les actions que vous voulez mettre en place. Laurent Guillot, sur quoi vous travaillez actuellement donc? Écoutez, donc je vais en profiter et je vais rebondir sur ce que vient de dire Madame Rier, parce qu'on est 100% alignés. Et c'est bien là l'engagement qu'il faut qu'on ait. On ne répétons pas, ce que je disais tout à l'heure, ne répétons pas l'aveuglement dans lequel on est tombé sur la transition écologique en ne faisant rien sur la transition démographique et la transition du besoin en santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on a fait de la planification écologique, on a besoin, et je répète, et donc je suis très content d'être complètement aligné, on a besoin de planification, de transition démographique et de santé. Ça veut dire des engagements réciproques, financiers d'un côté, mais aussi en termes de modernisation, d'innovation, de RSE, de qualité de l'autre, donc des engagements réciproques dans une vision pluriannuelle. Ça veut dire un plan de revalorisation des métiers de la santé, parce qu'on n'en a pas assez, il faut les attirer, il faut les former, il faut prendre ce qu'on a chez nous aujourd'hui et les former. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Et le dernier point que je rajouterai, c'est une débureaucratisation et une digitalisation qui n'arrive que trop lentement compte tenu des besoins qu'on a en personnel. Et je dis ça pourquoi? C'est pour redonner du temps de face à face avec nos patients et nos résidents qui sont aujourd'hui pris par de la bureaucratie. Et on en a besoin de ce temps parce que c'est la denrée rare, c'est la ressource rare de notre économie aujourd'hui. Zainab Riet, parmi vos propositions pour l'avenir, il y a cette volonté de travailler davantage justement entre les secteurs publics et privés. Il faut vraiment continuer, poursuivre cette collaboration. Alors je crois que le meilleur
lieu pour tester et valoriser ces coopérations, c'est l'échelle territoriale. Je disais tout à l'heure, il y a des visions nationales pluriannuelles, mais il faut absolument qu'à l'échelle territoriale, tous les acteurs concernés puissent non pas travailler ensemble, ils le font aujourd'hui, mais puissent s'engager dans ce qu'on appelle une responsabilité en santé vis-à-vis des populations. Et je voudrais vous citer 3 types d'actions concrètes qui s'inventent sur les territoires aujourd'hui et qui existent. Premier type de solution, c'est décloisonner, et ça revient à ce que vous dites, décloisonner et faire travailler encore plus ensemble les acteurs, qu'ils soient privés, publics, de ville. Ça passe par quoi? Alors on a un exemple aujourd'hui, puisque ça se met en marche, ce sont les communautés professionnelles de territoire, où plusieurs professionnels se regroupent pour pouvoir exercer ensemble. Ça réunit des libéraux. Ça passe aussi par le service d'accès aux soins. Vous en avez beaucoup entendu parler cet été du fait de la permanence des soins et des difficultés d'accès aux soins, c'est-à-dire un lien téléphonique. Cette régulation est assurée par des hospitaliers et par des médecins de ville et qui permet aux populations et aux patients d'être orientés au mieux avec ses besoins. Ça passe également par mieux partager les contraintes coopérées publiques-privées, et notamment les contraintes en matière de permanence des soins. Aujourd'hui, la permanence des soins, c'est-à-dire avoir accès à une continuité des soins H24 et 7 jours sur 7, repose à plus de 80% sur l'hôpital public. C'est plus possible, surtout en période estivale, période saisonnière. Donc il faut absolument que nous puissions effectivement collaborer au service des populations et garantir cela. Et puis enfin, un des derniers axes, et qui n'est pas des moindres, c'est la prévention. Si nous voulons avoir un système de santé qui soit le plus vertueux possible et le moins coûteux, il faut faire en sorte que les personnes ne tombent pas malades. Et en disant cela, c'est pas marcher sur la tête. Nous avons 12 millions de personnes en France qui sont atteintes de maladies chroniques. Et nous savons que les maladies chroniques ne sont pas des fatalités. Donc il faut absolument s'engager à développer la prévention et surtout à la financer. Et à ce titre, permettez-moi de citer une démarche que la FHF a mise en place depuis 2018 autour du diabète de type 2 et de l'insuffisance cardiaque, en faisant travailler tous les professionnels, villes, hôpitaux, élus, associations, pour mieux dépister les personnes atteintes de diabète de type 2, éviter qu'elles développent des complications. Au bout de 3 ans, nous avons une chute des hospitalisations de ces personnes via les urgences et en revanche, une augmentation des prises en charge ambulatoires avec des suivis programmés. Et ce que nous avons découvert, in fine, c'est que pour les professionnels de santé, ça a considérablement changé leur exercice. Plus de travail de nuit, pas de travail de week-end et retrouver du sens à ce que l'on fait. Benoît Hamon, alors vous avez la lourde charge de conclure cette table ronde par rapport à tout ce qui a été dit. Donc on a entendu beaucoup de choses sur les collaborations publiques-privées, sur effectivement l'attention portée aux collaborateurs, le problème de la vulnérabilité aussi. Donc finalement, pour conclure, quel serait votre message? Quel est votre message? D'abord, je voudrais faire une petite précision de vocabulaire parce que entreprise privée, Laurent Guillon en parlait tout à l'heure, ça ne veut pas dire forcément entreprise privée lucrative. En fait, le groupe SOS qui gère des EHPAD, c'est une entreprise privée, mais non lucrative. Et on a souvent tendance dans notre vocabulaire, même moi, à dire entreprise privée en pensant aux entreprises conventionnelles et à considérer que les entreprises non lucratives seraient quelque chose entre le public et le privé. Non, ce sont des entreprises privées. Donc on peut dire entreprise privée même quand on parle d'une association qui gère une maison de retraite. Je ferme la parenthèse. En fait, la vraie difficulté, et je trouve la comparaison, l'exemple utilisé par Laurent est intéressant sur la transition écologique et le défi climatique. Quelle leçon peut-on tirer de la façon dont on s'est comporté par rapport à cette échéance-là? C'est que les rapports du GIEC coïncident avec la prise de conscience des entreprises de leurs responsabilités. Vous regardez la somme de toutes les politiques RSE, ça n'a pas empêché la situation de se dégrader. On se gargarise du fait que ça se dégrade moins, mais jamais qu'on est en capacité de restaurer des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, voire même de restaurer la biodiversité de telle manière à ce qu'on régénère nos écosystèmes.
Donc il faut des politiques publiques. Il faut des politiques publiques qui associent des acteurs privés et des acteurs publics au service d'objectifs d'intérêt général. Et là, on parle bien de l'intérêt général, parce qu'on parle de la situation de nos parents, mais de notre propre situation bientôt, c'est-à-dire de quelle manière voulons-nous finir nos vies, dans quelles conditions d'autonomie, avec quelle dignité et quels droits. Et c'est là où, effectivement, on a un débat qui va se poursuivre avec, et je remercie mes deux partenaires de jeu aujourd'hui, c'était intéressant, mais il y a forcément dans ce que dit Laurent Guillot, moi je lui donne crédit de tout ce que fait aujourd'hui EMIS, mais c'est après une crise qui est une crise tellement forte que, objectivement, que ces objectifs soient poursuivis, c'est assez logique. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un bon chef d'entreprise que, pour autant, ceux qui sont les propriétaires de cette entreprise décideront tout le temps de faire confiance à quelqu'un qui a les orientations, l'éthique qui est la vôtre. Et c'est là où il me semble que, dans le champ de la vulnérabilité des personnes, le caractère non lucratif des entreprises privées peut être une garantie qu'on ne s'expose pas à ce qu'un jour, un actionnaire considère que l'or gris, l'argent que l'on peut se faire sur les personnes âgées, mérite des arbitrages qui amènent parfois à oublier la dignité et des personnels et des résidents. Et c'est, je crois, le débat qu'on doit avoir, qui est un débat démocratique passionnant, et peut-être qu'on peut se réconcilier, ou trouver, en tout cas, pas se réconcilier, on n'est pas fâchés, mais une convergence à se dire qu'il faut construire des chemins vers la lucrativité limitée. Vers la lucrativité limitée comme un moyen peut-être demain finalement de dégager une politique publique ou une politique d'intérêt général avec des acteurs privés et des acteurs publics qui servent au fond le bien-être de la population française. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation. Merci. Merci beaucoup Isabelle Gounin-Lévy, Zéna Briet, Benoît Hamon et Laurent Guillot.